Imaginez un monde où votre enfant ne pourra jamais acheter sa première voiture d'occasion abordable, où les ateliers mécaniques de quartier ferment leurs portes les uns après les autres, où une voiture devient obsolète aussi rapidement qu'un smartphone. Ce monde n'est pas une dystopie lointaine, il se construit progressivement sous nos yeux. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait vraiment un bon véhicule d'occasion ? Un historique prouvé de fiabilité et surtout la simplicité. Les Honda et Toyota des années 90 et 2000 pouvaient parcourir 300 000 à 500 000 km avec peu de pannes majeures. Ces véhicules étaient accessibles financièrement, réparables par n'importe quel mécanicien de quartier et duraient facilement 2 ou 3 décennies avec un entretien raisonnable. Cette réalité repose sur des fondations établies durant l'après-guerre, quand les fabricants se concentraient sur la maintenabilité. Ils rivalisaient pour construire des véhicules capables de survivre à leurs propriétaires, créant ainsi une demande naturelle pour que les voitures aient une deuxième, voire une troisième ou quatrième vie. Durant les années 90 jusqu'au début des années 2000, les voitures ont atteint leur apogée. Les moteurs et transmissions étaient pratiquement indestructibles tout en restant remarquablement simples. C'était le véritable âge d'or des voitures d'occasion. Durant cette période, une voiture était avant tout une machine mécanique compréhensible. Vous pouviez voir sa logique dans le métal. Moteur en acier et aluminium, boulons visibles et accessibles, jauge physique reliée par de simples câbles, siège boulonné au plancher avec 4 écrous parfaitement visibles. Vous pouviez tracer chaque système avec vos yeux et vos mains, comprendre son fonctionnement, intervenir en cas de problème. Le manuel d'un Chevrolet de 1954 comptait environ 8 pages. Puis tout a changé. Lentement au début du siècle, puis de manière spectaculaire après 2005, les voitures sont devenues des ordinateurs sur roues. Le câblage est passé de 150 mètres dans les années 70 à plusieurs kilomètres aujourd'hui, avec des centaines de connecteurs. Les circuits électriques simples sont devenus des réseaux complexes de bus CAN et de modules électroniques communiquant en permanence. Le manuel d'une Mercedes de 2003 comptait 250 pages. Aujourd'hui, certains dépassent les 500 pages. Le changement le plus profond n'était pas seulement technologique, c'était un changement de mentalité commerciale. Les constructeurs ont réalisé que l'argent réel ne résidait pas dans la construction de quelque chose de durable qui durerait des décennies, mais dans le maintien d'un cycle d'achat constant et la création d'une dépendance du client envers le constructeur. Certes, les voitures modernes ont apporté des améliorations indéniables. La sécurité a fait des bonds extraordinaires avec les airbags multiples, l'ABS, l'ESP et l'assistance au freinage d'urgence. La pollution a drastiquement baissé et la connectivité peut être utile pour corriger des bugs via des mises à jour à distance. Ces progrès sont réels et importants. Mais ces avancées ne justifient pas l'obsolescence programmée. On peut avoir le meilleur des deux mondes, sécurité, efficacité et réparabilité. Au lieu de cela, les constructeurs ont commencé à coller les panneaux de carrosserie au lieu de les visser, rendant les réparations après accident beaucoup plus complexes. Ils ont créé des transmissions automatiques scellées qui ne peuvent plus être révisées. Quand elles tombent en panne, le remplacement complet coûte plusieurs milliers d'euros. Ils ont conçu des moteurs où vous ne pouvez même pas atteindre les bougies d'allumage sans retirer la moitié du collecteur d'admission, transformant une opération de 30 minutes en une intervention de plusieurs heures. Les boutons physiques fiables ont été remplacés par des écrans tactiles qui deviennent de véritables écosystèmes numériques. Les voitures dépendent maintenant de dizaines d'ordinateurs qui communiquent en permanence. Si l'écran principal tombe en panne, la voiture devient souvent inutilisable, même si mécaniquement elle est parfaite. Le coût de remplacement ? Entre 1 500 et 4 000 euros pour un écran. Comparez cela au coût de remplacement d'un compteur mécanique dans une voiture des années 90, 50 à 150 euros, que vous pouviez changer vous-même en 30 minutes. Les véhicules électriques modernes, bien que prometteurs pour l'environnement, poussent cette logique à l'extrême avec des batteries structurelles intégrées au châssis. C'est brillant techniquement, mais catastrophique pour la réparabilité à long terme. Remplacer une batterie peut coûter entre 15 000 et 25 000 euros, une opération souvent impossible en dehors du réseau officiel.
Une fois la batterie morte ou le constructeur disparu, le véhicule risque de devenir une épape de 2 tonnes. L'ironie est frappante. Des véhicules vendus comme écologiques qui pourraient devenir non réparables et jetables en une décennie. Sous tout ce matériel électronique se cache le véritable changement de paradigme, le logiciel. Les voitures modernes ne sont plus des machines autonomes. Elles sont connectées en permanence au constructeur via Internet, communiquant constamment, envoyant des données sur votre conduite, votre position, l'état du véhicule. Elles peuvent être mises à jour, mais aussi verrouillées ou désactivées à distance. Chaque fonction que vous croyez posséder est en réalité contrôlée par du code logiciel hébergé sur des serveurs que vous ne contrôlez pas. Siège chauffant, capteur de stationnement, régulateur adaptatif et même dans certains cas, votre puissance moteur. Certains constructeurs proposent déjà des fonctionnalités par abonnement. Votre voiture possède physiquement les sièges chauffants, mais pour les activer, vous devez payer un abonnement mensuel. Le matériel est là, dans votre voiture que vous avez payé 40 000 €, mais il est verrouillé par logiciel jusqu'à paiement. Cela signifie quelque chose de fondamental. Le véhicule n'est jamais vraiment complètement le vôtre. Une Honda Accord de 1995 était un système fermé et autonome que vous possédiez pleinement. Vous pouviez la réparer, la modifier, la maintenir indéfiniment sans dépendre d'aucun serveur. Un véhicule de 2025 est davantage un abonnement coûteux dépendant de serveurs cloud qui peuvent fermer, de mises à jour qui peuvent cesser, de support qui peut être abandonné. Nous sommes passés de la propriété réelle à une forme de licence d'utilisation. Historiquement, les ports de diagnostic OBD2 standardisés permettaient à tous, propriétaires et techniciens indépendants, d'accéder aux données du véhicule. Aujourd'hui, ces données sont de plus en plus transmises sans fil directement au constructeur qui en contrôle l'accès. En 2021, 50% des voitures neuves avaient cette connectivité obligatoire. D'ici 2030, ce sera 95% des nouveaux véhicules vendus mondialement. Les constructeurs abandonnent progressivement l'idée de produits durables et ouverts pour contrôler à la fois vos données, qu'ils peuvent vendre, et l'accès aux informations de diagnostic et de réparation. Actuellement, beaucoup de réparations sont encore possibles en ateliers indépendants, mais les systèmes verrouillés et les procédures propriétaires se multiplient rapidement. Des marques comme Tesla sont déjà quasi impossibles à entretenir hors réseau officiel, et même des constructeurs grand public comme Chrysler et Nissan suivent cette voie. Le vrai danger à long terme. Que se passe-t-il quand un constructeur majeur fait faillite ou se restructure ? Nous l'avons déjà vu avec Mitsubishi qui a abandonné certaines plateformes, Suzuki qui s'est retiré de marchés entiers, Saab qui a disparu. Avec ces marques, on ne peut souvent plus obtenir certaines pièces électroniques spécifiques pour des modèles qui n'ont que 10 ou 15 ans. Si 95% des véhicules dépendent étroitement de leur constructeur pour fonctionner, essentiellement tous les véhicules d'une marque risquent de mourir avec elle. Si le constructeur disparaît et que la voiture dépend de serveurs cloud et de mises à jour pour des fonctions essentielles, elle devient fonctionnellement morte dès qu'un composant critique défaille, sans possibilité de réparation alternative. Les données du marché confirment cette tendance inquiétante. De 2015 à 2020, le marché de l'occasion était relativement stable, avec des véhicules disponibles en moyenne autour de 20 000 €. Après la pandémie, quand la production de véhicules neufs s'est effondrée, les prix ont explosé. Ce qui est révélateur, c'est qu'ils ne sont jamais vraiment redescendus. Le nouveau plancher est maintenant de 28 000 €, soit une augmentation de 40% qui n'a rien à voir avec l'inflation générale. Une voiture d'occasion qui coûtait 9 000 € il y a 10 ans coûte maintenant entre 15 000 et 20 000 € pour un véhicule équivalent. Mais la vraie question n'est pas seulement le prix, c'est les voitures modernes seront-elles encore viables et réparables dans 30 ans, comme le sont aujourd'hui les Honda et Toyota des années 90. Toutes les tendances actuelles suggèrent que non. C'est l'obsolescence par dépendance technologique, pas par usure mécanique réelle. L'histoire de l'électronique grand public nous avertit clairement. Des téléphones parfaitement fonctionnels matériellement deviennent progressivement inutiles, car le fabricant arrête le support logiciel. Les mises à jour de sécurité cessent, les applications ne fonctionnent plus, les batteries sont scellées.
Un appareil de 1000 € devient du plastique inutile en seulement 5 ans. Nous avons accepté ce cycle comme normal pour la technologie, même si ce n'était pas toujours le cas. Mais pour les voitures, ça n'a aucun sens. Une voiture est le deuxième plus gros achat après le logement, un outil essentiel pour le travail et la vie de famille. Les constructeurs appliquent maintenant le même modèle. Fonctionnalité par abonnement, écosystème fermé, obsolescence programmée ou fortement encouragée. Quand votre voiture est davantage un ordinateur qu'une machine, ils peuvent la rendre obsolète par choix commercial. Comme Apple peut décider qu'un iPhone de 5 ans ne recevra plus de support, un constructeur peut décider que votre voiture de 10 ans est finie. Et les constructeurs favorisent clairement cette direction car elle leur offre un contrôle sans précédent et des revenus récurrents. Ils ne veulent pas que vous gardiez votre voiture 20 ans. Ils veulent un cycle d'achat régulier tous les 3 à 5 ans, idéalement avec des abonnements mensuels. Quand le marché de l'occasion s'effondrera, quand les voitures de 10 ou 15 ans ne seront plus viables, le neuf devient la seule option. C'est une boucle parfaite pour maximiser les profits. Heureusement, tous les constructeurs ne suivent pas aveuglément cette voie. Mazda continue de proposer des moteurs atmosphériques relativement simples. Toyota maintient une approche hybride moins dépendante de l'électronique pure et complexe. Certains constructeurs comme Dacia privilégient encore la simplicité et l'accessibilité. Ces exceptions montrent qu'un autre modèle reste possible et viable commercialement. Mais il représente une minorité de plus en plus réduite face à la tendance dominante de l'industrie. Face à cette situation, que pouvons-nous réellement faire ? La vraie solution systémique, c'est de soutenir activement les législations sur le droit à la réparation. Ce n'est pas une question politique partisane, c'est une question fondamentale. Serons-nous encore autorisés à réparer nos propres machines, à vraiment posséder ce que nous achetons ? Ces lois, actuellement débattues dans plusieurs pays et régions, exigent que les constructeurs partagent les mêmes données de diagnostic, les mêmes procédures de réparation et les mêmes outils logiciels avec les ateliers indépendants et les propriétaires qu'ils utilisent dans leur propre réseau. C'est un moyen concret de garantir que votre voiture ne se transforme pas en une boîte noire cryptographique que seul le fabricant peut ouvrir, ce qui est exactement la direction vers laquelle l'industrie nous emmène. Concrètement, vous pouvez agir dès maintenant. Signez les pétitions pour le droit à la réparation automobile dans votre pays. Privilégiez les constructeurs qui facilitent encore les réparations et la maintenance indépendante. Soutenez votre atelier mécanique local plutôt que d'aller systématiquement au concessionnaire. Contactez vos représentants politiques pour les sensibiliser à ce sujet. Partagez ces informations autour de vous pour créer une prise de conscience collective. Gardez vos véhicules plus longtemps quand c'est possible, en voyant un signal clair au marché. Pensez concrètement aux personnes autour de vous. Le jeune de 18 ans qui économise depuis des mois pour s'acheter sa première voiture ne peut pas se permettre 30 000 € pour du neuf. Il a besoin d'un véhicule d'occasion fiable à 8 000 ou 10 000 €. Si ces véhicules n'existent plus, renonce-t-il à son autonomie ? S'endette-t-il massivement dès le début de sa vie adulte ? Le mécanicien indépendant qui a passé 30 ans à perfectionner son métier voit maintenant qu'il ne peut plus travailler sur la majorité des voitures récentes sans accès aux outils propriétaires coûtant des dizaines de milliers d'euros. Que devient son entreprise familiale ? Que deviennent ses employés et ses clients fidèles ? La mère de famille dont le module électronique défaillant coûte 2 500 € à remplacer chez le concessionnaire, plus que la valeur résiduelle de son véhicule de 8 ans. Elle n'a pas les moyens d'en acheter un autre. Se retrouve-t-elle sans moyen de transport pour aller travailler et emmener ses enfants à l'école ? Ces scénarios ne sont pas des hypothèses théoriques ou des exagérations alarmistes. C'est déjà en train de se produire aujourd'hui, en 2026. Les forums automobiles sont remplis de ces témoignages. Les ateliers mécaniques en parlent quotidiennement. Les données des compagnies d'assurance le confirment. De plus en plus de véhicules relativement récents sont déclarés en perte totale, non pas à cause de leur état mécanique, mais à cause du coût prohibitif des réparations électroniques. Nous sommes lentement, mais sûrement, privés de l'indépendance mécanique,
cette capacité de comprendre, maintenir et réparer nos propres outils qui a été au cœur de la démocratisation de l'automobile pendant tout le XXe siècle. C'est ce qui a permis à des millions de personnes d'accéder à la mobilité sans dépendre entièrement de services coûteux. Sans protection légale forte et appliquée, la voiture d'occasion va progressivement devenir synonyme de technologie jetable obsolète. Une voiture de 40 000 ou 50 000 euros qui se transforme 10 ans plus tard en un déchet électronique de 2 tonnes. Invalide, inutilisable, irréparable non pas parce qu'elle est usée, mais parce qu'un serveur a été éteint ou qu'un module propriétaire n'est plus produit. Nous sommes à un véritable tournant historique. Les 5 prochaines années détermineront si le marché de l'automobile d'occasion, tel que nous l'avons connu pendant 70 ans, survivra ou s'effondrera progressivement. Si les législations protégeant le droit à la réparation sont adoptées et surtout appliquées efficacement, il y a de l'espoir réel. Les ateliers indépendants pourront continuer à exister. Les propriétaires garderont une autonomie significative. Les voitures d'occasion resteront une option viable et abordable pour les millions de personnes qui en dépendent. Mais si l'industrie automobile parvient à imposer son modèle de contrôle total sans opposition, nous nous dirigeons vers un futur où posséder une voiture ressemblera davantage à louer un service permanent qu'à posséder un bien durable. Un futur moins accessible financièrement, moins libre et paradoxalement moins durable écologiquement, malgré toutes les promesses vertes des constructeurs. La mort de la voiture d'occasion n'est pas une fatalité inévitable. Mais elle arrivera certainement si nous restons passifs et acceptons ces transformations sans réagir. C'est maintenant qu'il faut agir collectivement, pas dans 10 ans quand il sera trop tard, quand vos enfants chercheront désespérément une première voiture abordable qui n'existera tout simplement plus sur le marché. L'avenir de la mobilité accessible et de l'indépendance mécanique se décide aujourd'hui, dans les choix que nous faisons en tant que consommateurs, citoyens et société. De quel côté de l'histoire voulons-nous être ? Du côté de ceux qui ont laissé faire ou du côté de ceux qui ont agi pour préserver un droit fondamental ?